Bonjour à tous, bienvenue dans cette seconde étape de Tech for Future, le plus grand événement de la tech en France. Alors nous allons aujourd'hui vous parler des enjeux du passage à l'échelle des innovations au format Gigafactory à Lyon comme en Auvergne-Rhône-Alpes et même en France. Pour évoquer aujourd'hui cette question, j'accueille à mes côtés différents intervenants. Alors nous avons aujourd'hui Loïc Leflemme, directeur des projets industriels de Symbio. À sa gauche, Pascal Richard, cofondateur et vice-président de Carbone. Et également Christophe Neu, l'un des 5 délégués généraux de la French Tech in the Alps. Bonjour. Alors pour démarrer aujourd'hui, un petit rappel déjà des forces en présence avec Christophe. Finalement, les deep tech sont devenus une sorte d'ADN, une marque de fabrique de la région Auvergne-Rhône-Alpes. En quelques mots, pour quelle raison ? Oui, tout à fait. C'est vrai que la région Auvergne-Rhône-Alpes, en termes de deep tech, est très bien positionnée, notamment avec Grenoble, où on va retrouver des acteurs forts. Il faut savoir que Grenoble, c'est la place des startups deep tech en France. On va retrouver le CEA, justement, qui va être à l'origine de beaucoup de technologies qui vont sortir des laboratoires et aller en entreprise. On va retrouver des acteurs également au niveau de la région Auvergne-Rhône-Alpes, donc les SAT, donc ces sociétés d'accélération de transfert des technologies qui sont essentielles. On retrouve Linxium à Grenoble, on va retrouver Pulsalis à Lyon. On a également une SAT expérimentale sur Clermont Auvergne Innovation. Et toutes les trois, récemment, par exemple en novembre, ont travaillé ensemble pour justement travailler sur un programme qui est du labo à l'entrepôt. Donc c'est vrai que c'est un enjeu fort. On trouve des acteurs économiques, industriels également très importants. Donc ce tissu-là est également essentiel par rapport à ce qu'on va faire entre connexion, recherche, innovation et entrepreneuriat. On va retrouver Michelin en Auvergne, on va avoir du Schneider Electric, ST Microelectronics. Donc on est vraiment dans un écosystème fort, riche et dense. On a aussi également donc Carbone, Symbio aujourd'hui avec nous. Et si on élargit aux pépites, ce sont loin d'être les seuls finalement à témoigner de cet écosystème aussi du côté des startups en lien avec l'énergie. Est-ce qu'on peut dire un petit mot sur ces réussites aussi à la fois grenobloises, oralpines que vous avez déjà à vos côtés ? Oui, donc par exemple, l'une d'entre elles, c'est Vercor, qu'on connaît par rapport à son projet de Gigafactory sur Dunkerque, qui a d'ailleurs même été hébergé un temps avant d'aller dans ses nouveaux locaux au niveau du totem de la French Tech Grenoble. Donc c'est vrai que cette start-up fait partie également du French Tech 120, donc le French Tech 120 qui est ce label qui met en avant les pépites nationales au niveau des startups. Et au niveau d'autres startups que je pourrais citer, on a également Rosy Solar, parce qu'il faut penser aussi à tout ce qui est recyclage de ces panneaux solaires. On va avoir de la pile papier enzymatique avec BFC. On va avoir l'Imatech avec également de la technologie batterie lithium pour l'aérospatiale. Donc on a vraiment une multitude de startups qui se développent chaque jour sur Grenoble. Alors aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est aussi la question du passage à l'échelle, sous le format de la Gigafactory ou pas. C'est un petit peu l'emblème, la Gigafactory, c'est l'étape ultime. En quelques mots, pour introduire ce sujet, quels sont les principaux enjeux ? Pourquoi c'est une phase particulièrement critique, cette étape de passage à l'échelle ? Alors, le passage à l'échelle, il faut déjà un peu comprendre pourquoi. Le passage à l'échelle est extrêmement important pour justement atteindre une taille critique et permettre justement des économies d'échelle qui vont permettre de maîtriser les approvisionnements, les matériaux. On va pouvoir même comprendre d'où viennent les matériaux, est-ce qu'ils sont faits dans de bonnes conditions, y a-t-il un traitement qui est éthique. Donc ça va très loin le fait d'avoir une Gigafactory. C'est également de la création d'emplois, on va embarquer l'écosystème, on va créer justement des nouvelles locomotives sur les territoires, donc il y a des enjeux sociaux, sociétaux responsables, et donc le fait de se mettre en Gigafactory, les enjeux derrière, ça va être souvent des problématiques de foncière, également potentiellement de lenteur administrative. On n'est pas forcément dans le pays où c'est le plus simple, mais le gouvernement y travaille fortement, notamment via la French Tech. Et donc, du coup, à travers tous ces enjeux, c'est de pouvoir atteindre cette taille critique qui permet d'être performant et concurrentiel. On va justement revenir sur ces enjeux par des exemples. Alors, je me tourne déjà vers Symbio. Alors, Symbio, vous êtes passé finalement, vous êtes passé de pépite grenobloise en 2010 à projet de Gigafactory aujourd'hui avec une livraison courant 2023. Est-ce qu'on peut revenir un petit peu sur cette montée à l'échelle qui a finalement pris une dizaine d'années ?
Oui, bien sûr. Alors donc effectivement, Symbio est né dans le bassin grenoblois. Donc quelques personnes ont fondé Symbio en 2010. D'abord pour faire de l'application de la pile à hydrogène sur on va dire les véhicules routiers, sur l'automobile. D'abord en compétition. 2014, premier véhicule homologué avec une pile à hydrogène, Symbio, donc une Renault. Cette même année, Michelin a pris une participation dans Symbio, a racheté complètement Symbio en 2018 et ouvert le capital à notre co-actionnaire Forestia en 2019. S'en est suivi derrière quelque part une transformation de Symbio. On est passé effectivement de petits locaux en zone grenobloise à une usine pilote dans le bassin lyonnais. Donc en 2020, on ouvre notre usine pilote à Vénissieux. On établit aussi le siège social de l'entreprise sur la même commune. Et à cette époque-là, le projet de la Gigafactory démarre. On achète des terrains en 2021, 15 avril 2021 pour être précis, sur le territoire de la commune de Saint-Fond, à quelques kilomètres de Vénissieux. Et donc voilà, cette année 2023, l'année où la Gigafactory va ouvrir, donc on est en train de commencer à réceptionner les locaux. Donc c'est un projet qui a été très très vite, effectivement. Dans un secteur comme le vôtre, pourquoi finalement le format de la Gigafactory était nécessaire, voire adapté à votre modèle économique? En quelques mots, quel défi? Alors pourquoi la Gigafactory sur les piles à hydrogène? La raison principale première, c'est la réduction des coûts. Clairement, aujourd'hui, une pile à hydrogène telle qu'on la fabrique actuellement, telle qu'on l'a fabriquée il y a quelques années, c'était un procédé très très manuel. C'était du prototype. On mettait plusieurs jours à fabriquer une pile. Maintenant, on en est passé à plusieurs heures à fabriquer une pile. Donc, on a toujours des procédés qui sont relativement manuels. La Gigafactory va permettre d'une part d'intégrer la fabrication de composants à forte valeur ajoutée qu'aujourd'hui nous achetons. Donc, on va réduire le coût déjà par cette intégration. Et aussi, va permettre d'automatiser et d'accélérer les temps de production de manière à passer de plusieurs heures à moins d'une heure pour fabriquer une pile. Et donc, on va dire, cette accélération, cette réduction des temps de fabrication permet de réduire les coûts. Ça permet de réduire les coûts chez nous, ça va permettre de réduire les coûts chez nos sous-traitants parce qu'on va faire des appels de volume bien plus importants. Donc eux aussi vont automatiser leur process, eux aussi vont passer à l'échelle. Et donc c'est l'ensemble d'une filière finalement qui accélère son industrialisation pour être plus compétitive. Il y a une question qu'il faut qu'on évacue aussi tout de suite, c'est celle du financement, parce que c'est des projets très capitalistiques. Vous y êtes arrivé notamment en vous adossant à 2 grands groupes, et il y a aussi des aides de l'État qui sont arrivées via le plan hydrogène. Est-ce qu'on peut dire quelques mots sur ce défi de financement qui est gigantesque? Alors oui, le défi de financement était là. Je vais revenir d'abord peut-être sur les objectifs de la Gigafactory, je les ai expliqués. Les enjeux, par contre, pour nous, et quelque part ça justifie pourquoi les financements derrière. L'enjeu, il y en a 2. Le premier, c'est la souveraineté. Aujourd'hui, nous on met en place une Gigafactory. On ouvre une Gigafactory très vite, avant que le marché soit là, pour que quand le marché décolle, on soit présent et on sache répondre. Donc c'est quelque part un enjeu de souveraineté économique européenne et française. C'est-à-dire que les produits seront fabriqués en France et les premiers produits livrés sont fabriqués en France. Et on en livre déjà à nos clients. Ça, c'est le premier enjeu. Le deuxième enjeu, c'est maîtriser l'innovation, à la fois technique et technologique. On développe des produits de très haute technicité. Et en parallèle, on développe des procédés qu'on va industrialiser, donc des process. Et ça, c'est pareil, quelque part, l'enjeu, c'est de conserver ce savoir-faire et de grandir. Et ces 2 aspects font qu'aujourd'hui, notre projet est attractif pour des investisseurs, notre projet est attractif pour l'État, qui finalement y retrouve clairement ses objectifs de réindustrialisation, de souveraineté économique et technique. Et puis après, nos actionnaires, on a la chance d'avoir 2 actionnaires très puissants, équipementiers et manufacturiers français, qui pour eux aussi ont quand même une ambition de conserver le savoir-faire, la maîtrise des technologies sur le territoire français. Donc c'est pour ça que finalement, cette combinaison est gagnante. Avant de faire réagir Pascal, qui va aussi nous expliquer ses propres enjeux dans un autre domaine convexe, peut-être un petit mot sur les défis de la phase d'industrialisation précisément, parce que là, on parle montage du projet, mais vous êtes proche de la livraison, du coup, on est proche de l'industrialisation. Et là, quels sont les enjeux? On s'imagine bien que face à une livraison dans quelques semaines et mois, vous avez beaucoup à faire. Et qu'est-ce qui s'est présenté sur le format de la Gigafactory? Alors les enjeux ont été multiples, les challenges ont été multiples. Le premier challenge, ça a été de maintenir le délai de livraison de l'usine
tel que initialement prévu. Donc l'objectif, c'était une usine qui soit opérationnelle en 2023 et elle va l'être. Dans une crise de matières premières, crise de l'approvisionnement des matériaux hautes, ça a été un vrai sujet. Donc on s'est adossé à des partenaires assez forts qui nous ont aidés à tenir notre planning, à trouver des solutions, que ce soit des partenaires industriels ou les gens qui construisent l'usine. Et puis après, les autres challenges pour l'industrialisation, c'est d'avoir un couple produit-process qui fonctionne très bien, concevoir des procédés qui aujourd'hui n'existent pas en fait, qui soient le plus flexible possible pour s'adapter aux évolutions permanentes du produit, l'amélioration continue. Donc on fait l'amélioration continue et l'innovation à la fois dans le produit mais aussi sur les procédés de fabrication. Et ça, c'est véritablement finalement les vrais challenges qu'on a à relever encore tous les jours aujourd'hui. Mais bon, en tout cas, on va livrer notre premier système de la Gigafactory cette année. On va y revenir un petit peu. Je vais d'abord revenir aussi avec Pascal sur l'histoire de Carbone. Carbone, c'est une pépite un peu plus early stage, si on doit l'appeler comme ça, puisque vous êtes né en 2022. Et aujourd'hui, finalement, vous avez un projet dans le photovoltaïque. Expliquez-nous comment, là aussi, le projet de Gigafactory va prendre tout son sens et va avoir probablement une notion de souveraineté importante aussi. Merci. En effet, Carbone, c'est un projet ambitieux de production de panneaux solaires dans une Gigafactory, dans une première Gigafactory, qui a vocation en fait à livrer des produits compétitifs et que le marché va attendre dans 3 ans. Donc cette usine, elle verra le jour d'ici 3 ans et nous aurons une étape intermédiaire qui consistera à avoir un premier véhicule industriel de taille intermédiaire qu'on pourrait qualifier de méga factory, mais qui sera principalement orienté sur des lignes de production en copartenariat, si je puis dire, avec un certain nombre de centres de recherche, dont le CEA / Institut national de l'énergie solaire, entre autres, et puis l'ISC Constance qui est en Allemagne, mais aussi un centre de formation pour venir en fait préparer un certain nombre d'aspects relatifs au bon déroulement de la mise en place de la Gigafactory. Dans votre domaine, on le voit encore plus que dans le domaine de la pile à hydrogène, il y avait vraiment cette concurrence asiatique qui est déjà existante, avec un marché qui est déjà existant, une production aussi. Et vous, finalement, la Gigafactory, le passage à l'échelle, c'était la seule solution pour concurrencer et arriver avec une solution française ? Alors en effet, je ne vais pas rentrer dans une histoire importante, mais peut-être que l'une des choses intéressantes qu'il peut y avoir en matière de comparaison avec l'hydrogène, c'est que le photovoltaïque est peut-être plus avancé dans ses phases d'industrialisation que ne l'est le vecteur hydrogène dans la forme que ça prend au travers de Symbio, qui est innovant et qui est quasi inédit. Là, le solaire, nous étions en Europe il y a encore 15 ans leaders mondiaux. En termes d'innovation, donc de technologie, nous le sommes toujours, et ça c'est quelque chose qui est important d'avoir en tête parce que c'est ce qui nous permet de pouvoir rebondir tout de même avec quelque chose de fort. Mais au moment, si vous voulez, où il y a 15 ans, on arrivait à peine à se projeter vers l'échelle d'une production de l'ordre de 1 gigawatt de puissance, les Asiatiques étaient déjà sur des plans à 10 gigawatts. Donc en fait, si je puis dire, les Chinois, depuis maintenant plus de 10 ans, ont industrialisé massivement des technologies qui ont été massivement acceptées par le marché. Et c'est très important parce que l'innovation, lorsqu'elle est mise en œuvre d'un point de vue industriel, elle comporte un risque. Et ce risque, il doit être suffisamment maîtrisé pour qu'en aval, les clients, que ce soit ceux qui vont exploiter vos produits ou les structures qui vont financer les projets de vos clients, aient suffisamment de garanties et soient suffisamment rassurés pour que derrière, le marché accepte ces produits. Et c'est bien tout l'enjeu, en fait, de réussir à utiliser des technologies innovantes issues d'Europe et en particulier de France, tout en étant, si vous voulez, en phase avec le marché pour qu'il absorbe des quantités importantes, ce qui nous permettra en effet d'être en capacité d'être un des garants de la souveraineté en matière de transition énergétique lorsqu'il s'agit de déployer massivement les énergies renouvelables et en partie le solaire pour maîtriser et pour tenir notre destinée énergétique en main, partant du principe que voilà, on est sur des produits qui aujourd'hui sont indispensables à la transition énergétique. Christophe Neu, j'ai envie de vous faire réagir sur ce que vient de dire Pascal, parce que finalement, il y a ce besoin d'innover en termes technologiques qu'on a toujours connu, mais là, on parle beaucoup aussi d'innovation process, d'innovation dans les moyens de production. C'est ce que vous constatez aussi sur d'autres concepts de Gigafactory. Je pense à Vercor, par exemple, qui est sur votre territoire.
Oui, effectivement, en fait, quand on parle d'innovation, il faut se baser déjà, enfin, quand on va partir sur des gigafactories, sur des technologies qui sont fiables, qui sont robustes. Et après, effectivement, ça sera un mix entre l'innovation qui est maîtrisée. L'innovation de rupture, ça va dépendre effectivement qu'est-ce qu'on va intégrer dans quel système. Donc, on lance une gigafactory, on ne peut pas la baser sur des technologies qui sont trop peu fiables ou pas assez développées. Donc, c'est essentiel de capitaliser sur l'existant, les savoir-faire. Et justement, derrière ces savoir-faire, c'est aussi la nécessité de faire monter en compétence l'écosystème pour pouvoir aller plus vite et être plus efficace dans la mise en œuvre de ces gigafactories. On va croiser aussi ces enjeux justement ensemble, et notamment avec ceux de Pascal. Je vois que vous avez envie de réagir. Je vais ajouter une petite question avec l'enjeu foncier et l'enjeu financier, parce que pour boucler le tour de table et finir un peu par ces enjeux communs, il y a cette histoire pour vous aussi d'enjeux à la fois foncier et financier, sachant que foncier, vous êtes encore en train d'étudier une cartographie pour vous implanter. Donc dites-nous en plus. D'accord, très bien. Alors, de façon succincte, déjà pour réagir, c'est tout à fait juste. L'échelle de la Gigafactory, comme vous le disiez, est essentielle en fait pour des raisons de compétitivité. C'est ça la raison essentielle. Je vous donne un exemple. Quand on passe d'une usine d'une capacité de 500 MW, ça vous parle peut-être pas trop, mais quand on parle de 500 MW à 5 gigawatts, on va gagner en coût de production 8 centimes sur un produit qui en vaut entre 25 et 30. Donc cette différence et cette compétitivité, elle est essentielle à avoir dans un marché, si vous voulez, où Carbone va produire des produits compétitifs face à une concurrence asiatique lorsqu'il n'y a pas de phénomène de dumping. D'accord ? Donc, mis à part des phénomènes conjoncturels où là, il y aurait besoin d'avoir des soutiens plus forts, les fondamentaux sont sains, sont bons et compétitifs. Et c'est ça qui nous pousse vers la notion de Gigafactory. Bien sûr, après, c'est une faculté de se constituer comme un acheteur digne de ce nom et être en faculté d'acheter de façon compétitive et de passer en priorité dans un contexte où les approvisionnements sont très complexes sur des matériaux ou des métaux difficiles à obtenir. Et puis aussi une capacité importante à réinvestir dans l'innovation. Une partie de son chiffre d'affaires, en l'occurrence dans le solaire, c'est 3 à 4% du chiffre d'affaires qui sont réinjectés et réinvestis dans l'innovation. Et donc vous imaginez bien qu'une société qui fait 1,5 milliard de chiffre d'affaires en réinvestissant 4% est beaucoup plus puissante qu'une société qui va faire quelques centaines de mégawatts. Et c'est sur ce level playing field qu'il faut se projeter. Et un dernier mot là-dessus, le solaire, c'est une industrie qui est plutôt évolutionnaire que révolutionnaire, si je puis dire. Tout ce qui a voulu disrupter de façon trop marginale, que ce soit les couches minces, le CDT, des technologies de cette nature, ont tous échoué dans le passé. Donc il y a de l'innovation, il y a de la profondeur dans l'innovation, et il faut aller jusqu'au bout de cette profondeur d'innovation très vite pour ensuite provoquer les ruptures par phase. Voilà. Sur le foncier et le financement, ce que je peux dire, c'est qu'en effet, Carbone est sur une phase très avancée et quasi définitive de closing en termes de foncier. Ça reste, parce que nous sommes en phase de levée de fonds, un élément extrêmement confidentiel. Mais les besoins pour Carbone, c'est environ 80 hectares. Qui contiendront en fait 3 métiers différents, qui sont les métiers verticalement intégrés de Carbone, et qui sont la fonte de lingots de polysilicium, le traitement des cellules photovoltaïques qui vont convertir le courant, les rayons du solaire en courant électrique, et la mise en panneaux solaires, tout ceci au sein d'un site. Qu'on espère en Auvergne-Rhône-Alpes, mais à suivre. On sait que la concurrence est féroce. Je me tourne aussi vers Loïc, parce qu'on parlait métier, et ça fait un bon lien avec ce qu'on voulait aussi aborder comme défi, qui est la manière de repenser toute une filière de formation. C'est ce que Vercors faisait, qui n'est pas là en Isère, mais c'est aussi ce que vous faites Symbio à l'échelle du bassin lyonnais. Est-ce que vous pouvez nous expliquer quels sont vos besoins et comment vous y répondez ? Alors en effet, là, c'est pas repenser une filière, c'est la créer, parce que finalement les métiers d'hydrogène aujourd'hui, ça n'existe pas ou très peu. Hein. Donc effectivement, nous, le parti pris qu'on a, c'est qu'on s'est associé à des universités, des écoles d'ingénieurs. On est associé aussi avec des institutionnels. On a pour fonder ce qu'on appelle la Symbio Hydrogène Academy.
qui a pour objectif premier la formation déjà de nos collaborateurs en interne. Donc ça va des ingénieurs et techniciens jusqu'aux opérateurs de production. On a formé une première promotion d'opérateurs de production qui n'étaient absolument pas des métiers ni de la pile d'hydrogène, bien évidemment, ni même de l'automobile. On les a formés, une première promotion qui est sortie l'année dernière. Et donc on a cette ambition d'apporter des éléments, des outils, une boîte à outils de formation, de connaissances, de compétences qui soient adaptés à la fois à l'hydrogène au sens large du terme, mais aussi aux spécificités de notre métier à nous, qui est un équipementier de rang 1 qui va fabriquer des solutions pour la mobilité zéro émission. Et donc ça c'est un vrai levier qu'on a besoin de développer. Et au-delà de ça, on a aussi, pour s'intégrer dans notre écosystème et créer cet écosystème finalement qui existe assez peu, on a aussi créé un incubateur de start-up. C'est-à-dire qu'on accueille des entreprises qui sont dans les métiers de l'hydrogène, qui développent des solutions innovantes, pas nécessairement appliquées à la mobilité, pas nécessairement appliquées directement à nos produits, mais qui sont dans le métier d'hydrogène pour leur mettre à disposition nos compétences, nos moyens, nos infrastructures, de manière à accélérer leur innovation et leur développement. Donc on travaille sur ces deux aspects qui nous semblent assez fondateurs sur créer les bases d'une nouvelle filière, la filière hydrogène. Et ça fait aussi le lien du coup avec ce que voulait dire Christophe, je pense, parce qu'en Isère, on voit la même chose aussi dans la filière des batteries. Est-ce que les enjeux sont les mêmes finalement que ce qu'on vient d'évoquer avec Symbio? Quelques mots sur aussi cette filière des batteries qui se structure en Auvergne-Rhône-Alpes. Oui, les enjeux sont les mêmes, voire même plus larges, parce que le but, c'est bien sûr de former à des nouveaux métiers pour ses propres besoins, mais également pour l'ensemble des sous-traitants et de l'écosystème avec lesquels la Gigafactory va travailler. Donc les enjeux dépassent en fait ceux de la société même, en fait. Et donc c'est en ça que c'est vraiment très important, et c'est également une lourde responsabilité, parce qu'on engage des forces humaines sur un territoire dans certaines compétences. On va permettre, pour certains cas, de pouvoir rediriger des personnes qui étaient peut-être dans des métiers sans issue vers justement ces nouveaux métiers et leur donner un emploi. Mais néanmoins, on va quand même créer beaucoup de personnes, des familles, des projets de vie qui vont se mettre autour de ces gigafactories. Et donc, ça fait quelque chose qui dépasse la société en elle-même. Et pour les enjeux sociétaux, on avait aussi la question de se demander, on a tous l'image de ces grandes usines en Asie, un petit peu moins de celle de Tesla aujourd'hui parce qu'on la connaît peut-être encore un peu moins, mais du coup il y a un vrai enjeu d'acceptabilité sociale de ces projets. Est-ce que vous le vivez peut-être tous les deux au quotidien? Alors Symbio qui est déjà plus engagé sur le terrain, mais j'imagine que Carbone aussi vous y réfléchissez. Je vous laisse la parole pour voir comment vous l'abordez. Alors en effet, la Gigafactory, je pense que le terme peut faire un peu peur, parce qu'effectivement, on peut imaginer des usines polluantes au fin fond de l'Asie, s'étendant sur des hectares et des hectares. Nous, on cherche à développer la mobilité zéro émission, on se doit d'être exemplaire sur l'aspect environnemental, et nous, je dirais notre motivation aussi, un des objectifs du projet, c'est d'avoir une usine qui soit neutre en émissions dès son ouverture, en émissions de CO2, donc elle le sera. On a des zones de biodiversité sur le site que nous préservons, que nous protégeons. On est très actif dans le tissu local avec les élus de la métropole, de la mairie de Saint-Fond. On participe à un certain nombre d'initiatives qui font qu'on s'intègre dans cet environnement, même si on va sans doute le transformer. Nous, on s'installe dans la vallée de la chimie, qui est une zone historiquement dédiée à d'autres industries, pas l'industrie automobile, pas l'industrie de l'hydrogène. Et donc voilà, on essaie de jouer notre rôle sur ces aspects-là. Et effectivement, et c'est en ça qu'on développe aussi de l'acceptation. Au-delà de ça, on travaille aussi par exemple avec les élus de la mairie de Saint-Fond pour aider les travailleurs en insertion à travailler sur le projet d'abord en construction et éventuellement derrière après pour aussi l'emploi des collaborateurs sur le secteur de la métropole. Oui, merci. C'est une question en effet extrêmement importante et qui touche d'ailleurs en partie à une vision qu'on peut porter des choses sur le territoire, vous voyez. Comme vous le disiez à juste titre, nous aussi dans le solaire, on se doit d'être exemplaires et on va avoir un rôle devenu extrêmement important qui est celui des élus pour faire bien passer les messages aussi auprès des citoyens parce que ce sont le tiers de confiance par excellence. Donc il va falloir, ils ne sont pas là pour vendre des mètres carrés, ils sont là pour vendre un projet. Et donc ce projet, qu'est-ce qu'il va avoir pour conséquence? Il
va avoir pour conséquence de créer des nouveaux commerces, de créer des nouvelles écoles, de créer une nouvelle vie avec des gens qui vont travailler pour réindustrialiser la France. Et la transformer dans son modèle énergétique. Donc vous voyez, il y a par là une vision, je dirais, où on engage aussi les gens dans une motivation nouvelle, dans de l'espoir. Il y a du ressort. Il y a du ressort là-dedans. Après, on peut aussi, bien entendu, considérer que ces gigafactories, quelque part, il y a déjà des grosses unités de production qui existent, si on prend Sochaux pour Peugeot, si on prend Michelin pour Clermont-Ferrand. Mais la gigafactory, le terme, en effet, peut être galvaudé et contenir beaucoup de stéréotypes. Mais l'Europe, et en particulier la France, a un rôle indispensable pour faire en sorte que ces entreprises, ces gigafactories, soient décarbonées, soient électrifiées. Déjà dans la façon dont elles sont pensées, vous voyez, et complètement intégrées dans les paysages. Et si je reprends les termes d'une personne que j'ai lu ce matin dans un article, qui a dit qu'il y a un grand avenir pour les architectes de la réindustrialisation, parce que ces personnes vont devoir vraiment créer des nouvelles entités iconiques, complètement intégré dans le territoire, avec une biodiversité, et faire en sorte, si vous voulez, que l'image qui fait peur, au contraire, soit une image totalement acceptée. Justement, j'avais envie de vous laisser réagir pour le mot de la fin là-dessus. On ne construit pas des projets de gigafactory aujourd'hui comme on aurait construit d'autres projets de start-up industrielles ou autres. Est-ce que vous voyez aussi ? Oui, tout à fait. Et puis même plus largement dans l'innovation, le fait de créer des choses nouvelles qui rencontrent leur marché, si je veux simplifier les choses, on ne peut plus ne pas intégrer les notions d'impact. Et donc ça, c'est plutôt un message encourageant, porteur d'espoir, que maintenant, on ne va plus lancer des usines, des produits, mais ne pas se soucier des externalités négatives que cela va provoquer. On va les mesurer, les qualifier, les compenser si possible, mais les intégrer dès la phase de conception. Et en ça, effectivement, c'est ce qui va changer par rapport au monde industriel d'hier. Je vous remercie. Je vous donne rendez-vous pour la prochaine étape du Tech for Future. Ça se passera jeudi prochain et ça sera à Toulouse. Bonne journée. Tous les vendredis sur BFM Business, Frédéric Mazzella reçoit une personnalité. Entrepreneur, artiste, athlète, reconnu pour sa contribution innovante ou exploratoire. Des startups viennent aussi pitcher leur business et bénéficier de conseils. Les pionniers chez Fred Mazzella, présentés par Frédéric Mazzella, tous les vendredis à 19h sur BFM Business, en replay et en podcast sur tous nos supports digitaux.